Bonjour, bienvenue sur ce premier webinaire de Sinov Île-de-France et vous me permettrez de commencer par vous donner quelques indications, quelques informations pratiques sur son organisation. Merci de désactiver votre micro tout d'abord, notamment après avoir pris la parole, sachant que vos micros sont désactivés par défaut, mais vous en gardez la maîtrise. Ensuite, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Zoom pour échanger des points de vue ou partager des informations en relation avec le sujet de ce webinaire. Libre à chacun de prendre la parole manuscritement, si je puis dire. Enfin, vous pouvez aussi poser vos questions aux intervenants via la messagerie instantanée ou en prenant directement la parole, sans pour autant les interrompre. Ce webinaire, à titre indicatif, est enregistré et sera disponible en replay intégral via la chaîne YouTube Sinov Île-de-France. Mais vous restez maître de votre droit à l'image en affichant votre webcam ou pas, voire en vous rendant totalement invisible en cliquant sur l'icône des trois petits points de votre écran de la fenêtre Zoom qui vous donne accès au paramétrage voulu, masquer l'affichage de soi. En un clin d'œil, je prends une minute pour vous présenter la Fédération Sinov, qui est la fédération patronale française représentative créée pour promouvoir et défendre les entreprises des métiers des prestations intellectuelles, de l'ingénierie, du numérique, du conseil et du management. Pour information, elle s'appelait Chambre de l'ingénierie et du conseil de France jusqu'en novembre 2012, alias CICF. Précision qui a son importance, Sinov et Syntec sont les deux fédérations patronales représentatives des métiers de la branche BETIC, Bureau d'études techniques, de l'ingénierie et du conseil. Nous avons une organisation matricielle, structurée par 13 syndicats métiers qui ont une couverture nationale et qui est complétée par une organisation régionale, dont nous faisons partie pour la partie Île-de-France, qui permettent d'animer localement la rencontre entre les différents spécialistes des 13 métiers Sinov dans chacune de nos régions. Voilà pour la présentation Sinov. Je vous propose maintenant de passer directement dans le vif du sujet et je donne la parole à Gérard. Donc, bonjour à tous, Gérard Pinault. Je vous présente donc à travers ce webinaire un ouvrage que nous avons réalisé à plusieurs auteurs et dont 3 de ces auteurs sont ici présents. Cet ouvrage a été fait à l'initiative à l'origine du syndicat des programmistes, le SIPA, donc syndicat des programmistes en architecture et urbanisme, membre de la fédération Sinov, donc, dont j'ai été le président il y a quelques années. Voilà, je vous présente cet ouvrage qui s'appelle « Démarche de programmation architecturale de l'usage à l'ouvrage ». Le sous-titre est aussi important que le titre, c'était une volonté de positionner le fait que l'action de programmation, c'est de partir de l'usage pour arriver à l'objet qui est l'ouvrage à la fin. Et c'est les enjeux, c'est comment on met en place cette démarche. Donc, c'est un ouvrage collectif de professionnels et de chercheurs, puisqu'on retrouve aussi des chercheurs, des sociologues, des gens qui travaillent sur l'évaluation. Voilà, donc c'est beaucoup de professionnels et des maîtres d'ouvrage, comme Marie-Hélène, qui est ici présent. Et voilà. Donc, cette présentation, on l'a fait à 3. Donc, je commence par le début. C'est un peu l'historique de la programmation, et ça, c'est important de le comprendre. Attendez, je lève mes images. Voilà. C'est très important de comprendre d'où l'on vient et où se situe cet ouvrage par rapport à une histoire assez longue, puisque la programmation a commencé aux États-Unis, donc il y a très longtemps, dans les années 60, 70. Et il y a eu déjà plusieurs ouvrages, donc de William Pena en 69 sur la recherche de problèmes. Donc, il posait la programmation comme un outil de recherche de problèmes, d'analyse de problèmes et de recherche de solutions. Et ça, c'est important puisque on n'était pas là, ça donnait une vision déjà très opérationnelle. Après, un autre auteur important qui a été Henri Sanoff, qui a commencé à vraiment définir des méthodes de programmation architecturale. Donc, on voit bien que la programmation architecturale retrouve son histoire aux États-Unis. Et c'est important parce qu'elle est venue en France, peut-être tout le monde ne le sait pas, à travers le projet de Beaubourg dans les années 70, où François Lombard, qui était un architecte français,
je rappelle que William Pena et Henri Sanoff sont des architectes à l'origine. Et pourquoi cet élément est important, puisque la programmation à cette époque-là a été conçue pour essayer d'aider à contractualiser avec le maître d'ouvrage son projet. Donc, le programme étant vraiment un élément structurant du cahier des charges pour l'architecte. Sauf que c'était l'architecte qui proposait ce contrat à travers le programme, ce qui est un peu l'inverse de notre système en France. Mais c'est intéressant de le voir, son histoire. Beaubourg, François Lombard sont inspirés des méthodes américaines. Ils sont aux États-Unis, ils sont revenus avec ces méthodes américaines et c'est eux qui ont été à l'origine de la programmation de Beaubourg dans l'équipe de maîtrise d'ouvrage pour faire la programmation de Beaubourg et suivre sa réalisation aux côtés de la maîtrise d'ouvrage. Sachant que Beaubourg, pour l'information historique, entre le moment du programme et son ouverture, a été fait en 7 ans, ce qui est vraiment un process très court par rapport à l'enjeu du projet. C'est la petite histoire. Ensuite, un autre élément important qui a structuré l'arrivée de la programmation en France, c'est bien sûr les lois de décentralisation dans les années 1983-84 qui ont induit, avec la création de l'AMIC, ce guide de la programmation, mais qui ne parlait pas de programmation, il parlait de programme, ce qui a un peu changé un peu la nature des choses, puisque l'enjeu n'était pas lié à la programmation en tant que démarche, mais en tant que programme, en tant qu'objet. Ce qui a un petit peu fait évoluer la programmation dans les pratiques qu'on retrouve actuellement. Le mot programmation est revenu dans le guide de l'AMIC en 2002, simplement, pour dire que c'est de la programmation et ce n'est pas la production de programme, ce qui était déjà une avancée. Et nous, en 2021, vous voyez que ça fait déjà 20 ans, il n'y a pas eu d'ouvrage sur la programmation, donc c'était important de pouvoir recadrer les enjeux de la programmation par rapport aux pratiques actuelles et aux enjeux d'évolution de la construction, qui n'est plus du tout de la même manière qu'avec d'autres processus et d'autres démarches. C'est pour ça qu'on a voulu mettre à jour, définir par des professionnels ce que doit être la programmation. Et pour nous, c'était important que ce soit des professionnels qui disent comment on fait la programmation et pas des services de l'État. Et pour nous, c'était assez essentiel. Donc, c'est ce qui a commencé donc, aux États-Unis il y a plus de 50 ans. C'était important de le rappeler. C'est là. Voilà. Une citation d'Henri Sanoff qui est introductif, qui est pour moi assez important, c'est pour ça que je la propose, et qui positionne bien ce que c'est que la programmation. Donc, quand il parlait de son livre, il le présentait de cette manière-là. Le contenu de ce volume peut être comparé à un ensemble d'aides à la navigation par lequel le voyageur décide de sa destination, tandis que le parcours est tracé avec des aides techniques. Donc, il y a bien la notion de démarche à travers la navigation, non plus de cet outil programmatique qui est le programme, donc qui est un élément d'une démarche qui est plus globale et où le voyageur, qui est le maître d'ouvrage, s'appuie sur des outils et des méthodes pour arriver à sa destination, qui est la réalisation de son ouvrage et sa mise en exploitation. La démarche de programmation, en un mot, va bien devrait aller au-delà de l'obligation réglementaire de programmation. C'est un des enjeux actuels, de la sortir de cette vision du programme. Donc, ne pas se réduire à ce document de programme ni à un cahier des charges. Cette vision, on le ressent, est encore très, très perçue par beaucoup de maîtres d'ouvrage actuellement. C'est un outil pour se protéger, juridique, qui définit et seulement cela. Ce n'est pas seulement la charnière entre le maître d'ouvrage et son concepteur, ça aussi c'est important, ce n'est pas que cet outil réglementaire et contractuel. Il doit chercher à fédérer l'ensemble des parties prenantes, c'est qu'au-delà de ça, c'est un outil de management de projet qui s'appuie sur un processus collectif de construction, de décision et d'action, donc de construction, de décision et d'action. C'est une démarche de projet qui dépasse largement donc l'objet final construit. Et c'est au-delà de la démarche de programmation, ça ne s'arrête pas au concours. Il va au-delà du concours et il devrait normalement aller dans le suivi d'adéquation conception-programmation ou programmation-conception, plus que programme-projet. Donc, on est bien dans un processus qui accompagne
le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre jusqu'à la réalisation et la mise en œuvre de l'exploitation. On a structuré cet ouvrage justement, c'était un souhait important, à des questions que se pose chaque maître d'ouvrage ou commanditaire d'un projet. C'est-à-dire qu'on est dans des choses où on commence souvent par questionner pourquoi on fait un projet, sa vision. On est aussi dans l'implication, l'anticipation. On doit impliquer, c'est ce qu'on appelle le processus de concertation. Alors, on doit anticiper, se projeter dans le futur. Un des sujets importants, c'est bien sûr, on en parlera aussi, c'est d'objectiver, d'arbitrer. À un moment donné, c'est décider. Donc, c'est bien un outil d'aide à la décision. Et après, bien sûr, il y a tous ces processus de financer, de consulter, de mettre en œuvre, avec bien sûr deux enjeux importants pour dire qu'on a un processus en boucle, c'est d'évaluer et adapter. Tout ça dans une logique d'expérimentation, c'est qu'on ne peut expérimenter que si la programmation est un outil qui permet d'expérimenter, puisque à chaque fois, on est dans un processus de sur-mesure dans l'idéal. Donc, la programmation, c'est bien un moyen de sortir des reproductions de modèles ou de stéréotypes. On n'est pas là pour reproduire des modèles. Donc, c'est là où on est vraiment dans une démarche de contexte spécifique, ce qui est un chantier à venir, puisqu'on est la pratique de la programmation, malgré tout, et encore dans beaucoup d'endroits au service d'adaptation de modèles, de stéréotypes. Et ça, c'est un des grands chantiers futurs pour faire évoluer cette pratique. Donc, il y a bien 10 axes de réflexion croisés pour une vision plutôt globale du projet. Questionner, c'est développer une capacité à poser les questions et les problèmes. Et ça, c'est très important. On parle des situations concrètes, de problèmes à résoudre, comme le disait William Pena. Et donc, ce questionnement est stratégique. Un des sujets qui est de plus en plus important, c'est impliquer. Comment impliquer les acteurs politiques, techniques, citoyens, usagers. On voit bien que c'est un des sujets qui est très controversé, avec beaucoup de craintes et de peur à prendre en charge cette action qui devient de plus en plus stratégique et incontournable. Anticiper, bien sûr, c'est prévoir l'évolution du projet, c'est se projeter dans le futur, et c'est un sujet qui est vraiment important, car on est de plus en plus confronté à ce qu'on appelle la réversibilité des usages. On voit bien que, et donc des bâtiments et leur adaptabilité, et on se rend bien compte qu'on va rentrer dans une période où on va construire sur l'existant, de moins en moins de bâtiments neufs, on va repenser les choses, donc on voit bien qu'on va reprogrammer, et dès qu'on programme, il faudra penser à la reprogrammation, et je crois que c'est des enjeux importants de l'anticipation. Tout cela doit être objectivé, parce que comment objectiver les intentions et sortir d'une vision techniciste de la commande et aussi de stéréotypes, c'est que objectiver, c'est prendre la situation concrète, réelle, et trouver le meilleur chemin pour arriver à répondre à des besoins, d'usagers et d'occupants, futurs occupants. Arbitrer est un enjeu important puisque c'est quelque chose qui est mal défini. On voit bien beaucoup de projets perdre du temps, se prolongent. Ce n'est pas pour rien quand souvent on dit qu'on fait des projets sur 7, 10 ans, voire. Il y a aussi des problèmes d'arbitrage, de décision, de maîtrise d'ouvrage complexe. Le maître d'ouvrage, ce n'est pas une personne, c'est souvent 4, 5 personnes qui changent tout au long d'un projet. C'est plusieurs financeurs, c'est plusieurs donneurs d'ordre. La maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas une personne, c'est un complexe. Et l'arbitrage vient, on en parlera, est très stratégique. Comment arbitrer, comment penser la décision, c'est un enjeu aussi de la programmation. Au-delà de l'approche économique, c'est-à-dire de faire son budget, c'est comment financer. On déplace le problème économique de définir quel est le budget d'investissement, c'est de comment on finance maintenant un équipement. Comment on définit le budget d'opération et comment le finance-t-on, ça devient de plus en plus stratégique au-delà du budget. L'enjeu actuel, c'est le financement des opérations. Et c'est un sujet avant tout de programmation. L'aide au financement.
consulter, bien sûr, on rentre dans des processus plus classiques que tout le monde maîtrise. Hein. On aide à consulter. La programmation, c'est aussi ça. Comment on choisit. Et on n'est plus obligatoirement dans les processus classiques de choix de maîtrise d'œuvre ou à MOP, mais on est maintenant dans des démarches plus complexes, de projets global. On en reparlera aussi de marchés globaux de conception, de marchés globaux de construction. Et bien sûr, après, il y a le suivi de la maîtrise d'œuvre, et ça, c'est important parce que la programmation doit être dans le suivi de la maîtrise d'œuvre, puisque justement, on est dans des situations d'évolution, bon nombre de projets, justement, du fait qu'ils sont sur des longues années, hein, voire 10 ans, le programme, même pendant le chantier, change, et on le voit sur beaucoup de projets, que le programme doit être adapté, même dans les phases de conception détaillée. Et ça, c'est très important de pouvoir l'intégrer. Et un des sujets qui est très important pour nous, puisque c'est un projet en boucle, la programmation doit se penser pour évaluer et adapter, puisque c'est par l'évaluation des projets et de réaliser qu'on peut pour améliorer les programmations futures. Donc, ça devrait être un levier incontournable dans toute démarche de projet de pouvoir avoir des capacités d'évaluer ces projets sur les années suivantes. Tout ça, bien sûr, on voit bien qu'à chaque fois, expérimenter, c'est le cœur, puisqu'à chaque projet, on doit pouvoir expérimenter. Et le processus de programmation doit pouvoir justement suivre ces processus d'expérimentation. C'est un enjeu, plus particulièrement par rapport à cette période de mutation et de transition écologique et sociétale, où on voit bien que tous les équipements que l'on a faits vont se transformer ou ne sont plus opérants. Actuellement, on construit encore des bâtiments selon des modèles des années 60. Je parle beaucoup d'équipements publics, et sans se projeter, sans vouloir affronter, d'expérimenter. Et ça, je crois que c'est un des enjeux de la programmation, c'est de pouvoir formaliser ces processus d'expérimentation. Gérard, oui. pardon, Gérard, bonjour. Ah, bonjour oui. à tous. Je suis Marie-Hélène Bory. Je suis la maître d'ouvrage du sujet et je vais essayer de vous présenter les 4 diapos qui suivent, tout en laissant de la place à Florent pour la suite. Donc, ce qu'on voulait dire dans cet ouvrage, c'est que notre credo, c'est vraiment que la programmation est l'allié du maître d'ouvrage. Comme l'a dit Gérard, au sein de la maîtrise d'ouvrage, il y a de nombreux acteurs qui représentent des enjeux divers et variés. Et la programmation aide aussi ces acteurs à se mettre d'accord entre eux. La démarche de prog instruit et objective les arbitrages et pour avoir été maître d'ouvrage dans des environnements relativement complexes, je peux certifier que plus on écrit des choses, plus on arrive à faire valider des arbitrages, plus on évite des allers-retours qui sont des sources de difficultés pour tous les intervenants. Ah oui, on a oublié de dire, Gérard, peut-être que nous essayons de terminer notre présentation dans maintenant une dizaine de minutes pour avoir une demi-heure d'échange avec vous, si c'est possible. Pour le maître d'ouvrage, ce que je vais dire est relativement trivial. Si tu peux afficher encore un petit tiret, s'il te plaît. C'est relativement trivial, mais en fait, dans la réalité, pas tant que ça. Quel est l'objectif du maître d'ouvrage ? C'est réaliser quelque chose, un objet, un lieu, quelque chose dont au final l'utilité sera une évidence pour les usagers et puis pour les financeurs. Et aussi dont la nature, la consistance sera adaptée aux exigences du temps. Comme tu disais Gérard, maintenant il faut quand même faire des révolutions mentales pour inventer des bâtiments que nous aurons, qui sont adaptés aux changements très importants qu'on vit et très rapides, bien plus rapides qu'on imaginait. Et si possible dans un processus fluide et économe en ressources, c'est-à-dire en temps, des personnes qui sont dans la maîtrise d'ouvrage comme celles qui sont des opérateurs. Tu passes, s'il te plaît, voilà. Donc, il y a énormément de décisions à prendre par le maître d'ouvrage, en gros dans le champ du quoi faire, choisir l'objet et la nature du projet, vous voyez, l'opportunité, la vocation, le périmètre, pour vraiment par expérience à l'intérieur même de la maîtrise d'ouvrage. Même ces questions-là, où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce qu'on commence, à quoi sert ce qu'on va faire, ne sont pas toujours très calées entre les partenaires de la maîtrise d'ouvrage, toutes les parties prenantes à associer, les évolutions futures à envisager, les enjeux, les engagements financiers et aussi
le comment faire, comment organiser la démarche de projet, y compris l'organisation de la maîtrise d'ouvrage elle-même. Et puis, est-ce qu'on va lancer de l'évaluation, est-ce qu'on va lancer de l'expérimentation? Vous trouvez à travers ces quelques mots, en gros, les 10 chapitres de notre ouvrage. Tu me passes la diapo suivante, s'il te plaît. La cohérence de la démarche de maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. Ce qu'il faut que vous sachiez, si vous n'êtes pas trop en relation avec les maîtres d'ouvrage, c'est que c'est toujours un exercice collectif, les décisions et le pilotage, qui engage beaucoup plus de gens qu'on ne pense. Et dans cet ouvrage, nous essayons d'aider les participants maîtres d'ouvrage sur la notion de comment on peut faire pour garantir la cohérence d'un projet, la nécessité de poser un cadre clair, de l'écrire, de le faire partager, confronter les intentions à la réalité, hein, le triptyque qualité, coût, délai. Vous avez toujours le financier qui est un peu opposé au demandeur, voilà. Et surtout, anticiper les risques de dérive et leurs causes en travaillant pas mal sur ces petits sujets d'anticipation de risques qui sont moins difficiles à aborder qu'on ne pense. On peut arriver à consolider le cadre. Je voudrais témoigner aussi qu'un budget et des délais très courts ou très faibles en termes de budget sont à la source des principaux risques opérationnels. Ça peut paraître trivial de le dire, mais je pense que dans la maîtrise d'ouvrage, enfin plutôt, le programmiste a souvent apporté des choses un peu difficiles à dire aux partenaires de la maîtrise d'ouvrage sur ces sujets-là. Vous voulez de l'or et vous avez du bronze, ou vous voulez faire quelque chose en 6 mois et c'est juste impossible en moins de 18. Voilà. Comment construire des arbitrages robustes? Voilà, très bien. Premièrement, ça peut paraître trivial, mais organiser les instances d'arbitrage et formaliser les étapes de décision, ça n'est pas toujours fait à l'intérieur des maîtres d'ouvrage. Et dans cet ouvrage, nous essayons de faire en sorte que les partenaires y voient leur intérêt. Anticiper la stratégie d'information et de communication, construire et stabiliser des objectifs tout au long du processus. Mais moi, voilà, je voudrais juste, parce que je n'ai pas trop de temps, parler des non-dits et des objectifs implicites. La plupart du temps, le maître d'ouvrage qui commande une opération ne commence pas par dire qui il est, quelle activité on va abriter dans cette opération, pourquoi on veut la faire, etc. Donc, nous insistons beaucoup sur la nécessité de se réinterroger et d'écrire et de valider les objectifs fondamentaux du maître d'ouvrage. Un point clé, il y avait déjà une petite question sur la programmation va-t-elle jusqu'à l'exploitation des ouvrages. Anticiper les modes et les coûts d'exploitation, premièrement, c'est indispensable. Si on ne le fait pas, on s'expose à des risques majeurs. Et si oui, si on anticipe et puis qu'on voit qu'il y a un problème de coût et de mode d'exploitation, plus tôt on le voit, mieux c'est pour le processus parce qu'on s'arrêtera peut-être avant d'avoir engagé beaucoup de budget. Une dernière petite diapo pour visualiser le nombre des acteurs qui se trouvent autour d'une opération. Au milieu, vous avez la table de l'opération qui se déroule. Je voudrais insister, bon, il y a les professionnels, les médias et les parties prenantes. Je voudrais insister, vous voyez ce que nous avons mis sur les élus et les décideurs et les services opérationnels dans le cas d'une opération publique. Ben, vous voyez qu'en lisant tous ces thèmes, vous voyez qu'il y a de nombreuses personnes qui sont impliquées dans une opération et la programmation aide aussi toutes ces personnes à se mettre d'accord. Florent, je te passe la parole. Merci Marie-Hélène. Bonjour à tous. C'est vrai que ce qui vient d'être dit et ce qui est important de retenir, c'est que la programmation, c'est aussi un état d'esprit. Ce n'est pas simplement une démarche, une méthode, c'est aussi un point de vue sur la manière de faire du projet. Et c'est quelque chose qui s'applique pas seulement à l'architecture. La programmation, c'est quelque chose qu'on peut extrapoler et qu'on fait souvent même sans savoir. En design, il y a de la programmation, en graphisme, il y a de la programmation, même dans la science, il y a de la programmation. Donc, c'est vraiment cette façon d'anticiper les choses tout en ayant un socle objectif, objectivé et d'envie pour faire du projet. Donc, c'est pour ça que ce processus, il est assez complexe. Parfois, on a un peu de mal à le cerner et c'est vrai qu'on a tendance à confondre un petit peu une démarche, j'ai envie de dire, méthodologique avec des phases très organisées, pré-programme, programme technique détaillé,
concours de maîtrise d'œuvre, construction. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vivant, beaucoup plus souple, beaucoup plus large et qui nécessite d'anticiper à chaque fois une étape. Et c'est un peu la valeur de ce schéma que vous retrouverez dans l'ouvrage, qui est à chaque fois, on essaye de voir proche et lointain. Donc, c'est vraiment, on est sur des identifications d'enjeux au début et Marie-Hélène insistait tout à l'heure sur l'importance de ces premières étapes d'enjeux et d'objectifs qui est vraiment peut-être le cœur et la vraie valeur ajoutée de la programmation. En disant ça, je ne sous-estime pas du tout l'objet document-programme qui est un document d'échange, de guide et qui n'est pas seulement un atout pour les maîtrises d'ouvrage, mais aussi un atout pour les maîtrises d'œuvre, parce qu'en fait, on travaille tous le projet dans le même sens. Hein. Donc, il faut qu'on ait des outils et des points de repère importants, mais en disant que le pré-programme et ses étapes d'enjeux et d'objectifs sont essentielles, c'est parce que c'est là que se décide, en gros, l'objectif à atteindre, la raison d'être du projet, le pourquoi est-ce qu'on le fait, pour qui est-ce qu'on le fait et comment on va le faire. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye d'être sur ces enjeux, donc on objective un contexte, on regarde ce que l'on veut faire, on regarde comment on veut le faire, on anticipe même formellement ce que ça pourra être, donc non pas pour avoir une réponse architecturée, quand on est tout au début, mais déjà pour avoir des logiques d'intégration urbaine, des logiques de synergie avec un environnement, etc., etc. Et évidemment, les usages qui devront y prendre place. Et à chaque fois, quand on se décale, quand on avance, eh ben, on n'oublie pas de regarder derrière, être sûr qu'on n'a pas perdu la raison d'être en route. Et donc, on a ces systèmes de boucle d'avancer. Et finalement, et c'est quelque chose que je dis assez souvent aux maîtrises d'ouvrage, c'est qu'on a un phénomène de dépassement ou de transcendance à chaque étape. Le programme, finalement, pourrait transcender une commande. Un architecte viendra transcender un programme en lui donnant une forme, en ayant une vraie plus-value, en l'incarnant, et l'usage, finalement, viendrait transcender l'architecture en apportant des choses que l'architecte lui-même, les programmistes ou les maîtres d'ouvrage n'imaginaient même pas. Donc, on est à chaque fois sur ces choses qui viennent s'interpénétrer, s'interroger, et à chaque fois, eh ben, c'est un système d'avancer. C'est finalement la roue indienne, peut-être le sens de la vie, qui fait qu'à chaque fois, on vient faire ces boucles. Donc, c'est vrai qu'on a, et si on peut passer à la diapo d'après, on a finalement quelques éléments comme ça qui peuvent servir de point de repère quand on fait ces processus complexes, parce que quand on fait dans la complexité, c'est que tout vient ensemble. Et donc après, il faut essayer de détricoter, hiérarchiser, prioriser. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y a des choses qui sont importantes à avoir en tête, mais ce n'est pas important à les traiter tout de suite. Donc, c'est vraiment des choses où on fait ces systèmes d'anticipation, mais on dit pas tout de suite parce que l'enjeu, ce n'est pas celui-ci. Et on est dans des systèmes d'enjeux, des systèmes d'objectifs, des systèmes continus et des boucles actives. Et c'est vrai que quand on fait de la programmation, on fait des instantanés, on essaye de regarder comment les choses se passent à un instant T, mais on essaye de les anticiper et de dire dans quelle direction ça va et comment est-ce qu'on a envie de virer peut-être pour faire tourner un projet dans un sens ou dans un autre. Donc, se projeter, évaluer, et Gérard l'a dit tout à l'heure, c'est des choses qui sont importantes et finalement, c'est la même chose. On évalue tout le temps et on essaye de se projeter pour atteindre un objectif. Donc, parfois, on dit la technique du petit pas. J'aime pas trop cette expression parce qu'on a l'impression qu'on fait des choses modestement. C'est plutôt la technique de l'étape qui me paraît importante. Comme quand on fait un peu de montagne, on y va par étapes et on avance, mais on a quand même des objectifs proches et lointains. Un point qui est important aussi, c'est que tout le monde puisse trouver sa place dans un processus programmatique. Et un bon programme, pour moi, c'est un programme qui tient, quel que soit l'angle d'attaque que l'on a. Marie-Hélène montrait tout à l'heure le nombre d'acteurs qui interviennent sur un programme.
c'est important que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on rentre par un axe politique, par un axe technique, par un axe financier, par un axe sociologique, par un axe humain, par un axe d'usage du quotidien, que celui qui soit voilà, avec une vision stratégique pour une métropole ait autant le droit d'avoir un projet qui lui correspond que celui qui fait le ménage ou sort les poubelles le matin. Et en fait, faire de la programmation, c'est penser dans des multiples échelles et dans un cadre commun. Donc, c'est vraiment arriver à fédérer. Bien sûr, à hiérarchiser, c'est pas, tout le monde n'a pas le même poids dans la prise de décision, mais en tout cas, c'est laisser la place et que tout le monde puisse s'exprimer dans un programme. Et à partir de là, s'il est bien fait, s'il est coordonné, eh ben, on a des fils continus et on n'a pas de contradiction. Et à partir de là, on a un projet qui a du poids, qui a du sens et qui devient juste finalement pour ce qu'il a à faire. Donc, c'est vrai que ce côté très opérationnel, il est mis en perspective avec un contexte qui est forcément plus global et qui dépasse souvent, même quand on fait de la programmation, le cadre de la mission. Des fois, on nous dit, je sais pas, refaites une école ou une école de musique. Eh ben, on n'est pas seulement à travailler sur l'objet école ou l'objet école de musique, on est sur une carte scolaire, on est sur un rythme de dépose d'enfants, on est sur un quotidien humain, on est sur des enseignants qui ont d'autres choses à faire, on est sur une articulation urbaine. Est-ce qu'il y a un parc à proximité pour que les enfants continuent à jouer ensemble après l'école ou pas, se retrouvent ou pas, où est-ce que les parents attendent, où est-ce qu'ils viennent, etc. Donc, on est vraiment dans des logiques qui viennent s'ouvrir, même sur la sociologie, les habitants, où est-ce qu'ils vivent, etc., pour définir un projet qui réponde finalement à plus que simplement l'architecture en tant que telle. Donc, c'est ces univers multiples en fait, qu'on articule. Là, il n'y en a que quelques-uns qui sont cités, on pourrait en citer plein d'autres, mais c'est vraiment cette logique finalement d'approche ouverte qui fait l'attrait et l'intérêt de la programmation, avec bien évidemment une méthode, parce que la programmation, c'est aussi une méthode, elle est progressive, elle est linéaire, parce qu'on part d'un point où on n'a pas de projet à un point où on a un projet livré, ou en tout cas où une idée de projet. Hein. La programmation peut aboutir aussi à une non-construction, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Mais c'est à distinguer de ce contenu qui est un contenu de système, donc systémique et dynamique, et donc qui vient re-questionner de manière très ouverte. Donc c'est vrai que la dernière slide, c'est le côté plus technique ou plus classique de la programmation, et parfois les gens ont tendance à penser la programmation uniquement sur le côté sommaire surface ou liste de fonctions, et on nous dit ah bah voilà et après la fiche technique, la fameuse fiche technique. En fait, la programmation c'est ça, mais c'est pas que ça, et je pense que l'intérêt de la programmation, d'autant plus dans des questions de développement durable, d'autant plus dans des questions de réinventivité de notre manière de vivre tous ensemble, c'est quelque chose qui doit se décaler, qui doit dépasser l'approche très linéaire aujourd'hui dans la loi. Donc, c'est vrai qu'on est obligé de réinterroger un petit peu ça, même si la phase exploratoire reste toujours d'actualité, la phase de consolidation avec le programme général et le document programme sont toujours d'actualité, et bien évidemment, la phase de mise en œuvre est toujours d'actualité. Mais c'est à prendre vraiment plus comme un processus que comme un objectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment de se poser des questions à chaque fois pour être sûr que le programme corresponde aux attentes, corresponde aux moyens. Donc, c'est vrai que objectiver, être sincère, être transparent sur la manière dont on fait un projet, dire effectivement les choses
qu'on peut ne pas avoir envie d'entendre, ce n'est pas bloquer le projet, c'est au contraire, quand on est dans une attitude constructive, c'est le rendre possible. Et je pense qu'en tant que programmiste, on a une vraie responsabilité sur à la fois donner envie aux gens de faire des projets et rendre possible les projets. Donc, il faut être vraiment très, très lucide, pas mettre de poussière sous le tapis en disant les architectes géreront parce que les architectes sont des génies. Des fois, on vient mettre en difficulté justement ces équipes de maîtrise d'œuvre qui sont de très bonne volonté. Et si on a mal fait notre travail, en fait, on vient planter une opération, tout le monde est frustré, tout le monde a perdu de l'énergie et du temps. Et il faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble, donc que chacun puisse faire sa part du chemin, sachant que l'adéquation programme-projet est aussi importante que l'adéquation maîtrise d'ouvrage-programme. Donc, on est vraiment dans cette logique de souplesse et de rester ouvert, y compris quand l'architecture vient perturber, vient re-questionner le programme. Il faut trouver l'intérêt aussi dans le projet architectural, qu'est-ce qu'il apporte en plus, qu'est-ce qu'il re-questionne. Et si notre programme a été bien fait, c'est assez facile d'arbitrer parce qu'on sait pourquoi on fait tel ou tel choix. Donc, je m'arrête là pour voilà, laisser du temps aux questions, si jamais il y en a. Sinon, on continuera. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Oui, il y a des questions. Ben, allez-y, je ne sais pas qui parle. Mais... Fabrice Gély, Sinov Numérique, auditeur en cybersécurité à l'IHDN. Et puis, je fais de la stratégie et j'ai retrouvé certains éléments qu'on peut constater dans différents secteurs, qui est l'analyse des coûts et le budgétisation des coûts. Donc, ma question, elle est la suivante. Sur l'ensemble du programme, je voulais savoir qu'est-ce qui est mis en place eu égard à la lutte contre les cyberattaques. Parce que justement, on s'aperçoit de deux choses. La première, c'est que on constate, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Poupard, le directeur général de l'ANSSI, qu'il y a de plus en plus de cyberattaques sur tous les acteurs, que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, votre programme fait intervenir, si je peux me permettre, sur le slide de Marie-Hélène Bory, l'ensemble des acteurs. Qu'est-ce qu'on met en prévention eu égard à ça? C'est-à-dire qu'il faut aussi penser à demander aux acteurs publics, privés, qu'est-ce qu'ils mettent en place eu égard à la protection des données. Imaginez que je vous attaque votre programme. Fabrice, je me permets de t'interrompre. Je ne suis pas sûr que ta question soit en phase avec le sujet. Si Marie-Hélène va répondre, je pense. Oui, je pense qu'il y a des petites choses tout à fait intéressantes liées à cette question. Merci de l'avoir posée. En fait, souvent dans la programmation, les maîtres d'ouvrage n'aiment pas introduire assez tôt, j'élargirai un petit peu, les sujets de structure technique et notamment les problèmes de soutien informatique et de structure technique qu'ils veulent mettre derrière leur projet. Souvent, les gens pensent que, enfin, les maîtres d'ouvrage, les usagers dans les maîtres d'ouvrage pensent que ça, c'est tout à fait secondaire, que ce n'est pas important de le traiter. Et alors qu'il y a des problèmes de sûreté de toute nature. Vous parlez de la cybersécurité, mais évidemment, avec les sujets d'attaques terroristes, hein, il y a eu des sujets quand même pour la protection des écoles, par exemple, il y a quelques années qui ont été très importants. Donc, toutes les questions de sûreté, en fait, nous, ce que nous disons dans cet ouvrage, c'est que, à travers l'idée de prévoir à l'avance comment cette chose va fonctionner, qui va s'en occuper, alors on parlait des poubelles, mais on parle aussi de la structure informatique, et il faut absolument parler des questions de sûreté, de protection. Plus on aborde ces questions en amont, moins on s'expose au fait qu'elles arrivent tout à fait à la fin, quand on aura terminé le programme, et par exemple, il m'est arrivé des situations où
on a fait un programme avec un certain nombre, on a mis en place une démarche de programmation avec un certain nombre de personnes à l'intérieur de la maîtrise d'ouvrage, et on a complètement oublié le service informatique, par exemple. Et après, on dit, mais bien entendu, le service informatique saura tout à fait structurer ça, structurer les usages. Et on a vu des programmes se casser la figure parce que ce type de questions techniques n'était pas évoqué suffisamment tôt. Alors, j'ai répondu un peu à votre question, mais en fait… Je vous remercie justement, oui, tout à fait. Moi, je pense aussi, je n'ai pas aller trop loin, mais parce que vous faites aussi des ouvrages pour, j'allais dire, l'administration ou autre, et donc, il y a aussi des problèmes de sécurisation d'informations confidentielles qui est nécessaire dans les administrations, mais c'était déjà un niveau général, voilà. Et comme on n'en a pas abordé et que ça devient de plus en plus, je suis désolé d'être peut-être hors sujet, mais ça devient de plus en plus un vrai problème puisqu'il y a un campus cyber qui va être installé, qui a été pris au plus haut niveau de l'État. En conséquence de quoi, justement, je voulais savoir s'il y avait une partie qui abordait ce point-là. Voilà. Je vous remercie de la réponse. Merci Fabrice. Je te prie de m'excuser pour mon propos. Non, ta question n'était pas à côté du sujet. D'une façon générale, la cybersécurité est une question générale. Je vous propose qu'on passe à la question suivante pour ceux qui auraient… Merci Fabrice. Y a-t-il d'autres questions ? Moi, je voudrais rebondir sur la question qui vient d'être posée, juste pour… je pense que c'est une pratique que les confrères là, qui sont autour de la table rencontrent et partagent. C'est-à-dire que la démarche de programmation là, qui est exposée dans l'ouvrage, elle porte à la fois sur le dimensionnement, sur la bonne configuration spatiale organisationnelle de l'ouvrage, mais elle est aussi à mettre en place sur toutes les objectifs de performance technique auxquels l'ouvrage doit être soumis. C'est d'autant plus vrai qu'on voit de plus en plus de contrats de conception-construction à travers lesquels le client achète directement des travaux, finalement, avec un package de conception qui les précède. Et donc, du coup, ces questions techniques, en fait, elles doivent bénéficier des mêmes techniques de programmation que celles que l'on met en place pour définir le concept architectural, spatial, organisationnel. Et ça, c'est vraiment un challenge parce que c'est autant les programmistes, historiquement, on est plus à même de la mettre en place. Les techniciens, hein, l'ingénieur de la DSI qui vient discuter avec le programmiste, si le programmiste il n'est pas avec son co-traitant d'une société d'ingénierie qui lui-même est câblé programmation, c'est-à-dire qu'il va entendre les besoins, qui va les traduire en objectifs de performance, ça, c'est aussi, je trouve aussi, c'était un jeu d'acteur côté programmiste qui doit faire en fait un miroir avec les bons interlocuteurs. Et la programmation technique ne doit pas être un parent pauvre, alors que ça soit sur les sujets de sûreté, les sujets énergétiques, les sujets de contrôle d'accès. Enfin, voilà, je trouve la question, du coup, voilà. Oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que il y a, sur la programmation, il y a eu de toute façon, enfin, dans son histoire, hein, il y a le côté programmation publique à la base et toutes ces logiques conception, réalisation, marché de performance globale, etc., n'existaient pas du tout au début. Et on est obligé de réinventer un peu le métier aujourd'hui. Et c'est vrai que la dimension technique devient finalement de plus en plus complexe parce que les objectifs à atteindre sont de plus en plus nombreux, ne serait-ce que les performances énergétiques avec tous les calculs qu'il y a à faire, etc., fait que la programmation devient presque théorique quand on est en phase programme sur ces enjeux. Et je pense qu'une des solutions serait vraiment la question de la co-construction et de l'encadrement. Et ça rejoint un peu la question qui était posée au début sur l'exploitation. Et finalement, la mission de programmation sur le volet technique devrait être vraiment travaillée en deux temps. Un travail d'objectifs techniques et d'objectifs d'usage liés aux contraintes du maître d'ouvrage. Ça, ce serait le premier temps qu'on est capable de faire
son projet, et un deuxième temps qui sera un temps d'accompagnement technique pour mettre au point la dimension justement multiforme sur tous les lots techniques, y compris les questions nouvelles de cybersécurité ou autres, mais même de bâtiments dits intelligents, de gestion, etc., de manière conjointe. Et c'est vrai que la question de ces nouveaux formats de contrats laisse peu de place à ce dialogue parce qu'une fois qu'on a… on est sur un entre-deux selon le moment où on signe le contrat en disant bon, bah voilà, maintenant on vous passe la main et vous nous devez tout. On est obligé d'anticiper énormément des choses qui devraient pouvoir se discuter plus tard. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu compliqué, moi je trouve, aujourd'hui. On a besoin de discuter beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Et on a des temps contractuels qui font qu'à un moment, même le programmiste peut disparaître après la désignation du lauréat qui va prendre la main en architecture. Dans un marché de conception, construction, c'est pareil. On peut disparaître après la signature du contrat, voire même il y a une passation sur d'autres typologies de spécialistes. Et donc, il y a une scission entre la dimension d'objectifs et la dimension technique de construction. Et je pense que c'est important d'arriver à avoir des continuums beaucoup plus importants. Donc, pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas comment faire. À titre personnel, je travaille aussi bien en assistance à maîtrise d'ouvrage que assistance à maîtrise d'œuvre, que sur des choses qui sont des programmes OVNI. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a encore beaucoup à inventer et c'est aussi une des possibilités de faire évoluer ce métier et de se développer parce que c'est finalement cette méthode et on aura sûrement plusieurs façons de faire de la programmation, ce qui est déjà le cas, mais je suis sûr que ça sera encore plus vrai après. En intégrant plus ou moins les maîtrises d'œuvre, plus ou moins les maîtrises d'ouvrage, en étant sur des choses un peu hybrides et qui permettront de mieux travailler la question technique, non plus pour sa technicité, mais pour sa raison d'être au service du projet. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, moi je pourrais vraiment que vous encourager, vous, les programmistes et les maîtres d'œuvre, à questionner le maître d'ouvrage sur la manière dont il pense répondre à l'enjeu climatique. J'explique. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant, mais il y a par exemple un débat fondamental qu'on a en général très très tard par rapport à l'enjeu climatique. Est-ce que vous voulez du low-tech ou du high-tech ? Est-ce que vous voulez une solution par les usages ou est-ce que vous voulez une solution par la technologie ? Et ces sujets-là, en fait, sont très difficiles à aborder à l'intérieur des maîtrises d'ouvrage. Souvent, les services techniques des maîtrises d'ouvrage n'arrivent pas à faire émerger cette question auprès des services futurs usagers, alors qu'en fait, on voit bien que c'est quelque chose qui les rejoint. Donc, plus la programmation aide à poser ces questions, mieux c'est. Y a-t-il d'autres questions ? Ou Gérard, ou Florent, ou Marie-Hélène, avez-vous des points particuliers qui méritent d'être soulignés sur ce sujet ? Oui, j'ai une question. Je n'ai pas encore lu l'ouvrage de référence, un peu le socle du débat, mais est-ce que le dernier point que vous avez soulevé, Madame Bory, est-ce qu'il est abordé parce que je trouve ça extrêmement intéressant comme sujet en fait et comme difficulté, la question de l'objectif énergétique, environnemental. Est-ce qu'on met de la tripaille et de l'informatique partout ou est-ce qu'on laisse les usagers faire, sachant que celui qui va exploiter le bâtiment, il est plus favorable à quelque chose d'un peu informatisé pour l'aider à piloter, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être complexe. C'est un sujet que vous abordez dans le livre ? Alors, bien sûr que dans cet ouvrage sur la programmation, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. On ne rentre pas du tout dans ces débats sur le sujet climatique. Par contre, dans le chapitre justement sur les arbitrages, j'essaye de donner des clés sur ce propos-là, c'est-à-dire comment faire émerger ce problème. C'est l'un des problèmes implicites. Il y a beaucoup de sujets implicites dans les décisions à l'intérieur des maîtres d'ouvrage, ne serait-ce que l'objet et l'objectif de l'ouvrage. Il y a beaucoup de sujets implicites. Je reviendrai sur un qui me tient à cœur juste après. Ce sujet-là, c'est l'un des sujets les plus implicites,
parce qu'il est très difficile d'expliquer ces enjeux à des néophytes, c'est-à-dire des gens qui sont des usagers, des financeurs, des décideurs. C'est très difficile d'expliquer les conséquences de ce type de choix. Donc, on l'aborde en donnant quelques outils du genre, faites donc assez rapidement une analyse de risque vite faite, les maîtres d'ouvrage, pas quelque chose de technique, mais si vous rassemblez tous les services à l'intérieur de la maîtrise d'ouvrage qui ont quelque chose à voir avec ce projet, vous pourrez rapidement mettre sur une petite feuille de papier les principaux risques. Et en faisant ça, par exemple, vous pouvez voir apparaître des malentendus complets entre le service futur usager et le service technique. Nous insistons aussi beaucoup sur le fait que prévoir à l'avance comment ça sera exploité, des budgets d'exploitation, ça permet de déminer des malentendus. Et il vaut mieux déminer un malentendu au départ, c'est-à-dire non, on n'aura jamais les moyens de faire ce truc. C'est bien mieux de le faire au départ quand on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Et puis, l'autre chose qui me tient à cœur, c'est le plus gros risque pour le maître d'ouvrage, c'est de se gourer complètement d'objets, c'est-à-dire de faire un bâtiment inutile ou trop grand ou qui ne sera pas utilisé. Donc, par ce biais-là, ou un bâtiment, par exemple, qui serait super techniciste, qui en fait n'arrive pas ensuite, que les techniciens n'arrivent pas à maîtriser et que les usagers n'arrivent pas à maîtriser en lien avec les techniciens. Et voilà, nous abordons cette question uniquement par ce biais-là, puisque c'est quand même un ouvrage sur la programmation. Voilà. Mais je suis totalement d'accord, juste Florent, je suis totalement d'accord avec vous. Actuellement, les sujets techniques, notamment climatiques, devraient prendre plus de place dans les discussions. Mais en fait, pour compléter ta réponse, c'est vrai que c'est pourquoi faire, en fait. La technique, elle est ni bien ni mauvaise. Elle permet des choses fantastiques et elle peut être un frein. Dès que c'est en panne, on est bien embêté. Donc la question, c'est au service de quoi on met la technique. C'est vrai que moi, j'ai eu… alors maintenant, c'est moins vrai parce qu'on est un peu obligé, mais le nombre de projets qui avaient des panneaux photovoltaïques au moment du concours et qui ont été supprimés au moment de l'APS parce qu'il fallait rechercher des économies, c'était le premier truc qui sautait. C'est des choses qui sont difficilement entendables. Donc, c'est vrai que la technique à double tranchant, ça aurait été pensé bioclimatique dans l'absolu, on n'aurait même pas eu besoin parce qu'on aurait déjà réduit les consommations. Voilà. Je voudrais rajouter un élément aussi, c'est que comme on parle de financement de projets, ça devient de plus en plus, un bâtiment devient aussi pour certains un produit financier. Et c'est là où on arrive à des contradictions fortes entre les objectifs du bâtiment, puisque ce n'est plus un bâtiment pour des usages, mais c'est un bâtiment qui devient un produit financier. Donc on le voit, et ça change complètement les enjeux. Et là, je pense qu'aussi, on est vraiment sur la nature même de ce qu'on construit, puisque c'est construire autre chose qu'un bâtiment pour des futurs occupants. Voilà. Mais c'est vrai que la programmation, c'est vraiment la question du sens. Et c'est souvent, il faut détricoter tout ce qui est dit. Et Marie-Hélène parlait de non-dit, ou Gérard, je ne sais plus, ou les deux. Et c'est vrai que c'est essayer de comprendre à travers les expressions, les comportements, la vraie intention. Et c'est ça qui est compliqué parfois en programmation. Et que ce soit pour des grands objectifs ou que ce soit pour les choses techniques ou même d'architecture, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et c'est pour ça que c'est logique de boucle. C'est à chaque fois, on revient sur « Ah oui, c'est pour ça. Ok, bah ça répond. Et est-ce que ça répondra plus loin ?» Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est important. Et sur la dimension vraiment très opérationnelle ou très concrète des bâtiments, bah, c'est les mêmes questions. Et on posera la même question aux architectes, même question à l'ingénieur fluide, etc., etc. Donc, et après, ben, on rencontre l'usage avec la réponse qui est faite et qui est formalisée. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Je crois qu'il y a une main qui se lève. Oui, bonjour à toutes et tous. Oui. Vous abordez la question du BIM, et notamment dans ses prolongements optimisés pour la maintenance et l'exploitation des bâtiments.
Non, non, on n'est pas allé jusque-là. Vous m'entendez? Oui. Oui. Non, non, on n'est pas allé jusque-là, hein, sachant que, enfin, voilà, non. En, Réponse. en fait, le BIM, si vous voulez, et on le fait pour le coup en suivi de projet avec les équipes de maîtrise d'œuvre, c'est un outil qui est fantastique. C'est vraiment moi, j'ai été bluffé, ce qu'on arrive à avoir, à anticiper, à corriger avant la construction. C'est vraiment un outil qui est vraiment extraordinaire. Quand on est en phase de programmation, le BIM est trop précis pour être réellement opérationnel. Et c'est vrai que les logiques d'objectifs, c'est des choses qui restent quand même assez génériques, voire un peu théoriques. Donc c'est vrai que le BIM, qui est un outil voilà, de mise en synergie de tout un tas de lots, est plus un outil dans le suivi, mais pour les architectes auxquels on peut associer les programmistes pour qu'ils aient un regard critique sur ce qui est proposé, qu'un vrai outil de programmation qui reste plus un outil politique finalement, la programmation. Au sens noble du terme, c'est un outil politique et c'est un guide, un garde-fou, j'ai envie de dire, pour être sûr que le bâtiment réponde aux enjeux initiaux. Pour compléter juste en une phrase, dans mon expérience de maître d'ouvrage, j'ai vu beaucoup de cas où en fait les objectifs initiaux, le pourquoi, le pour qui, qu'est-ce que je cherche à faire, étaient fort peu écrits, fort peu validés, reportés au travail du programmiste ou même au travail du concepteur après. Donc, on s'est beaucoup concentré sur cette nécessité de poser, d'écrire, de faire partager, d'associer toutes les parties prenantes. On n'a pas parlé beaucoup de concertation ici. L'un des sujets majeurs pour appuyer une démarche de maîtrise d'ouvrage qui ira jusqu'au bout, qui assurera que le bâtiment répondra à un besoin, c'est évidemment les démarches de concertation, d'association de parties prenantes. Et à ce moment-là, on est dans des phases amont qui mobilisent des outils de programmation et moins des outils de conception, de réalisation, de gestion de bâtiments. Alors moi, j'ai juste un commentaire sur le sujet du BIM. Nous, de plus en plus, on associe donc le programmiste de notre équipe qui réalise les prescriptions d'exploitation maintenance. On l'associe avec notre spécialiste BIM pour déterminer les cas d'usage dont a besoin le client à la fin quand il récupère la maquette. Et du coup, on articule ces cas d'usage avec les objectifs d'exploitation maintenance et du coup, on les définit dans le programme. Alors, c'est pas le cahier des charges BIM, mais on tient compte du coup des prescriptions du cahier des charges BIM, qui est déterminé soit par un AMO BIM, soit par quelqu'un. Et on essaye de comprendre ce qui est indiqué dans le cahier des charges et en tout cas de ne pas prescrire un programme qui soit antinomique avec ces objectifs-là. Et puis sur l'établissement du programme, c'est peut-être des choses que vous aussi vous avez pratiquées, mais certains clients bien structurés nous demandent de plus en plus de commencer à déterminer des fiches espaces et de venir du coup saisir des éléments de la data dans les fiches espaces pour qu'elles puissent être versées dans la maquette numérique. Donc nous, typiquement à l'agence, on a créé un cadre d'interface où on vient chercher tout ou partie des données, en tout cas celles qui peuvent être versées dans la maquette et on commence du coup à structurer presque la maquette en phase de conception, en phase de programmation, ce qui peut poser des problèmes d'ailleurs de responsabilité. Gérard, petite précision, il est midi, il n'y a pas de problème pour continuer. Je vous propose simplement de définir peut-être une heure limite pour l'extension de ce webinaire. Une autre question? On est là pour répondre à des questions, donc je pense que c'est important. Est-ce que je peux prendre la parole, poser une question par rapport à l'enjeu climatique que Madame Bory a posé tout à l'heure? La question de l'enjeu climatique, peut-on l'intégrer dans une démarche globale en fait qui peut s'inscrire dans une démarche de l'urbanisme favorable à la santé? Quand on traite par exemple l'aménagement ou carrément un projet urbain d'une grande envergure, est-ce
est-ce que la santé, en fait, pourrait être prise en compte et comment, en fait, on peut la prendre en compte? Marie-Hélène? Je veux bien donner quelques éléments. Comment dire, dans l'ouvrage, on a essayé de poser ce qui pourrait se passer dans cet univers qui change tellement vite et tellement plus vite. Alors, il y a la question climatique, il y a la question de la sécurité sanitaire, qui normalement change beaucoup de choses, par exemple sur la gestion des entrées, sur la gestion des accès, sur la gestion des espaces partagés, des tas de choses comme ça. Et bien sûr, on essaye de pousser le travail de programmation, toutes ces discussions programmatiques, aussi autour de l'insertion. Un bâtiment, ça n'existe pas comme ça. C'est dans un contexte, dans un contexte urbain. Et l'idée est d'essayer de gérer de la cohérence, de fabriquer de la cohérence entre le projet qui va être fait jusqu'à renoncer au projet. Hein. L'un des sujets de la programmation, Florent le disait, la programmation peut arriver à conclure que finalement, pour répondre à ce besoin d'usage, on n'a pas besoin ni de construire, ni de transformer un bâtiment. Peut-être qu'il suffit de changer la façon de gérer les choses et d'organiser le service. Bien sûr que les questions climatiques sont directement liées au sujet de santé. De là à dire que le programmiste ou la démarche de programmation va permettre de faire le tour du sujet, j'irai peut-être pas jusque-là. Oui, mais c'est sûr que c'est toutes ces questions, mais je pense que les architectes l'ont aussi en tête. Enfin, c'est des questions qui sont des questions qu'on doit tous porter notre responsabilité dedans. Et le but de faire un bon projet, c'est un projet dans lequel les gens se sentent bien, soient effectivement bien accueillis, avec une certaine humanité qui réponde à ce pourquoi il est fait. Donc c'est vrai que cette question de santé ou de bien-être, elle est à la fois sous-jacente à la logique de projet, mais une fois de plus, c'est vraiment cette logique. C'est tout à l'heure, je parlais d'état d'esprit, et c'est l'état d'esprit dans lequel on doit être quand on fait de la programmation, mais c'est l'état d'esprit dans lequel on doit être quand on fait de l'architecture, quand on fait justement, qu'on apporte des éléments techniques, de savoir où est-ce qu'on met le soufflage pour être sûr qu'il n'y ait pas de courant d'air et que les gens soient bien dedans. Enfin, tout le monde doit s'intéresser à ces questions-là. Et la question environnementale, c'est vraiment la question primordiale aujourd'hui. Et on devrait voilà, penser par ce prisme-là comme étant le prérequis absolu avant d'aborder quoi que ce soit d'autre. Parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Oui. En tout cas, je voudrais rajouter que un peu le principe général du livre, qui est un peu la doctrine, c'est de partir de l'usage pour aller à l'ouvrage. Et ça, c'est toute la philosophie. C'est vraiment inverser toute une approche qui a été trop longtemps celle de partir du commanditaire pour aller à l'ouvrage, ou d'une personne qui avait une idée. Et là, vraiment, la philosophie, c'est vraiment de partir de l'usage, qui est vraiment la grille de lecture pour pouvoir interroger toutes les problématiques sociétales, qui sont globales ou locales. Oui, la santé fait partie de ces problématiques, Voilà. notamment avec, on l'a vu, l'évolution de l'urbanisme depuis le 19e siècle avec le mouvement hygiéniste et puis au XXe siècle avec le fonctionnalisme de Le Corbusier, la charte d'Athènes, avec la problématique. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'évolution de chaque siècle, en fait, il y a une évolution, il y a une innovation de l'urbanisme. Et puis, chaque innovation, en fait, crée des problèmes pour le futur. On a vu avec le modèle haussmannien, puis après avec le modèle fonctionnaliste de la charte d'Athènes, qu'aujourd'hui, on nous a pondu, en fait, l'utilisation de la voiture comme élément principal, en fait, de notre vie quotidienne. Donc, on arrive en fait à une autre pathologie qui est au départ, c'était l'urbanisme venait toujours pour attaquer, pour aider en fait à éradiquer les pandémies, plutôt les maladies infectieuses. Oui. Puis aujourd'hui, comme l'OMS a qualifié les maladies chroniques comme
comme des épidémies, en fait, notamment les maladies liées à la sédentarité, parce qu'on évolue dans un monde axé sur la sédentarité, de part que l'homme aussi il est paresseux. Du coup, voilà, donc l'idée aujourd'hui au XXIe siècle, est-ce qu'on fait une évolution vers ben, je parle de l'urbanisme, hein, vers un urbanisme préventionnel en fait de la santé humaine. Voire même aujourd'hui, l'OMS parle de One Health, c'est-à-dire une seule santé, c'est-à-dire la santé humaine, la santé animale et environnementale dans une ville, sachant que les villes aujourd'hui, elles sont plutôt des milieux pathogènes, avec la pollution, avec le bruit, avec l'éclairage public, aux États-Unis par exemple, rien qu'à New York, chaque année, 1 million d'oiseaux morts chaque année, quoi. 600 millions aux États-Unis avec les gratte-ciel et tout ça. Donc, tout ça, en fait, ce sont des problématiques qui vont nous amener à revoir notre façon de construire, notre façon d'intégrer la nature dans la ville, comment on peut vivre avec les animaux aussi, par rapport Eric, aussi aux maladies. Eric, il n'y a pas que les animaux qui meurent à cause de la pollution, hein. Il y a beaucoup d'humains. Non, mais ce n'est pas par rapport à la pollution, hein, c'est par rapport à l'éclairage. Oui, C'est l'éclairage qui les tue. Mais toutes ces dimensions, en fait, et Gérard, tu voudras et répondre. les virus qui se propagent plus dans les villes que dans les campagnes. On sait tout ça, hein. Si on part dans un bilan du monde aujourd'hui, on se dit que le monde va pas très bien. Et c'est pour ça que la question de qu'est-ce que l'on a envie comme monde demain, c'est une question qu'on pose en programmation. Et on la pose d'où les virus informatiques. Bien, oui. Gérard est impatient de pouvoir répondre. Non. Voilà. Donc, mais je crois que ce qui est important, et c'est un peu l'esprit des démarches de programmation, c'est d'où l'on regarde les choses, et c'est d'aider déjà à sortir, à pas trouver des solutions toutes faites, donc des modèles, parce que nous, on doit combattre. La démarche de programmation, c'est combattre la logique des modèles et stéréotypes. Et depuis toujours, on a produit la ville à travers des modèles et des stéréotypes. Et ça, c'est tout l'enjeu de ne pas encore continuer à reproduire des modèles et stéréotypes, mais d'être d'une manière très pragmatique et concrète et partir de ce qui se passe concrètement, réellement, et d'essayer de résoudre des problèmes, comme disait William Pena. On est vraiment dans des approches très pragmatiques et concrètes, et pas du tout et combattre les logiques des stéréotypes et des modèles qui ont produit un peu notre environnement actuel. Gérard, est-ce que le Bauhaus et les Malestévins et autres architectes de cette époque, Le Corbusier notamment, n'ont pas été les premiers programmistes? Oui, ils ont une vision industrielle des choses. C'est qu'ils ont fait rentrer, en fin de compte, ils ont donné une image à la ville du progrès industriel. Et c'est une étape, hein, que c'est pas discutable, c'est un fait, donc c'est historique. Donc c'est pas critiquer ou pas critiquer, c'est ça l'histoire. Après, il faut en sortir maintenant. Il faut en sortir. Oui, le fonctionnalisme, effectivement, parce que quand il est apparu au XXe siècle, il y avait la tuberculose, en fait. Voilà, donc, Le Corbusier l'avait dit, on va sortir, en fait, de la ville historique qui est pathogène, on va y aller vers un autre modèle, c'est le zonage. On va mettre les centres commerciaux à 30 km de là, on va faire le travail et l'habitat. Et donc, il a éparpillé, en fait, les fonctions. Et du coup, on arrive aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, sans voiture, on ne peut pas se déplacer. Et aujourd'hui, la voiture, elle devient un problème. Oui, les bouchons, oui, parce qu'en fait, si on fait une analyse, dans les années 70, les familles, en fait, ils avaient une seule voiture. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 3 voitures par famille. Il y a une petite évolution, là, il y a une petite évolution. Oui. Je voudrais dire par rapport aux stéréotypes, le démarche de la programmation, c'est aussi de sortir des modèles, y compris dans l'usage. Oui, c'est ça. Est-ce qu'une classe en France, c'est le couloir, la classe, etc., par exemple. Et ça, c'est des choses que nous essayons vraiment par la façon dont nous abordons les différents sujets questionnés, impliqués dans le livre. Nous essayons d'aider les maîtres d'ouvrage et donc évidemment les programmistes qui les assistent à déjà réinterroger, comment dire, les modèles plaqués.
Certes, les services qui ont l'habitude de travailler comme ça, et moi j'ai été par exemple témoin de discussions extrêmement intéressantes entre le leader politique au sens noble, le stratège, le politique qui dirige la collectivité, et les services qui avaient l'habitude de répondre à tel ou tel besoin de telle ou telle manière. Et le leader politique qui disait, mais peut-être qu'on peut répondre à ce besoin d'une autre manière. Et ça, vraiment, le travail de programmation, alors on pourrait parler d'urbanisme, on pourrait parler d'architecture, on pourrait parler aussi de politique de mobilité, par exemple. Le travail de programmation est vraiment un outil au service des maîtres d'ouvrage pour passer ces querelles, si j'ose dire. Donc vraiment, c'est ce que nous essayons de montrer, Nous donnons quelques éléments de guide dans les différents chapitres de notre livre, y compris les 2 derniers sur l'expérimentation et l'évaluation. Justement, l'enjeu de tout ce qui est questionné, c'est de déconstruire en fin de compte ces modèles. Exactement. Et ça, c'est un des enjeux de la programmation, c'est complètement déconstruire sur quoi ont été produits nos programmes, nos bâtiments, pour repenser les choses différemment. Donc, on est d'abord dans une phase, c'est peut-être le mot à la mode, de déconstruire, mais on en parle beaucoup, mais je crois que c'est un des enjeux de la programmation. Mais c'est vrai que cette déconstruction, elle doit aussi garder ce qui marche. Et c'est vrai que des fois, quand on veut du nouveau, eh ben, on oublie ce qui marche. Et peut-être que quand on cite les exemples que vous avez pris dans l'histoire de l'urbanisme ou de l'architecture, peut-être qu'on a oublié ce qui était bien aussi et ce qui marchait. Ces logiques de proximité, de mobilité intuitive, etc. Et on a juste posé un nouveau modèle qui répondait effectivement à une question, qui était une question importante. Et aujourd'hui, on est exactement à cet endroit-là. On est obligé de se déplacer beaucoup, mais il faut être sûr qu'on ne perde pas non plus ce qui est intéressant dans les systèmes qui existent aujourd'hui. Donc là-dessus, on doit toujours… C'est vraiment cette logique de boucle. On reprend des choses qui existent et on les amène… on les décale, mais il y a toujours des traces et des traces bénéfiques de ce qui est resté. Peut-être qu'on prend une dernière question avant d'arrêter. Allez, une dernière question. Voilà. Et on fera une réponse courte, si jamais il y a une question. Pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on conclue. Merci à vous 3 pour votre intervention. Au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire Sinov Île-de-France. Si le cœur vous en dit, en fonction des sujets qui seront évoqués. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, pour pouvoir suivre nos actualités, à tout simplement suivre notre hashtag Sinov Île-de-France, IDF, sur LinkedIn, sur le réseau social LinkedIn, qui nous permettra de pouvoir, d'une part, savoir ce qui se passe. Juste une question, s'il vous plaît. Oui. Juste pour savoir comment on fait pour accéder à la vidéo, en fait. On vous enverra un mail, avec le lien de la vidéo et elle sera publiée de toute façon avec le fameux hashtag Sinov Île-de-France sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce hashtag, c'est le meilleur moyen de suivre nos actualités. Merci encore pour nos 3 intervenants et je vous souhaite un bon appétit pour conclure cette semaine et un bon week-end. Merci. Merci à tous. Merci.